J'ai avec moi Véronique Adam, qui est inhalothérapeute au programme national d'assistance ventilatoire à domicile depuis plus de 12 ans, où elle a acquis une grande expertise auprès de la clientèle adulte et pédiatrique sous ventilation mécanique à domicile. Elle occupe présentement le poste de responsable formation et développement et participe à des études de recherche à la gestion de la qualité des services cliniques et au développement des services PNAVD. Ça veut dire? Le PNAVD, c'est un raccourci pour Programme national d'assistance ventilatoire à domicile. OK. Elle est également vice-présidente du Canadian Respiratory Therapy Home Ventilation Network, qui est un comité du CSRT, Canadian Society Respiratory Therapist, offrant le forum aux inhalothérapeutes pratiquant l'assistance ventilatoire à domicile, de partager leurs connaissances et de promouvoir les meilleures pratiques à travers le Canada. Alors, merci, Madame Adam, et bonne conférence. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Excellent. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être ici pour venir vous parler des soins respiratoires dans les maladies neuromusculaires. Donc, durant la présentation, voici les différents sujets qu'on va aborder. Donc, on va faire une brève revue du système respiratoire. On va parler de l'hypoventilation, de ses signes et symptômes, quels moyens on peut utiliser pour contrer l'hypoventilation. Également, on va aborder le sujet de la toux et je vais faire une brève présentation du Programme national d'assistance ventilatoire à domicile, le PNAVD, d'où je proviens. Donc, à la base, le système respiratoire, son rôle, c'est quoi? À l'inspiration, on fait entrer de l'air, donc on fait entrer l'oxygène, et à l'expiration, on va tout simplement rejeter les déchets. Si on regarde l'inspiration, pour inspirer, on va solliciter des muscles. On a deux muscles qui vont être sollicités lors de l'inspiration. On parle du diaphragme et des muscles intercostaux. Si je fais la souris, est-ce qu'on voit? Oh, vous ne voyez pas. OK, je vais venir ici. Donc, le diaphragme, c'est le gros muscle ici. C'est le gros muscle de la respiration. On en a besoin de celui-là. Ensuite, les muscles qu'on va utiliser lors de l'inspiration, c'est les intercostaux. Vous voyez, hein, c'est un peu la coupe spirale. Hein? Donc, la viande qu'on mange autour du spirale, c'est les muscles intercostaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La cage thoracique à l'inspiration va s'ouvrir. Donc, le diaphragme va s'abaisser et les intercostaux vont permettre l'ouverture de la cage thoracique pour faire entrer l'air. Quel est le chemin de l'air? Quel est le chemin de l'oxygène pour se rendre dans le système vasculaire? Donc, on inspire par les voies aériennes supérieures. Ensuite, on va passer au travers de la trachée, des grosses bronches, des bronches et des bronchioles. Au bout de ces bronchioles-là, il y a des petits sacs qu'on appelle les alvéoles. Donc, les alvéoles sont ici. Au bout des bronchioles, il y a des milliers d'alvéoles. Dans les alvéoles, c'est là que c'est le lieu où il va y avoir les échanges des gaz. Hein? C'est là que ça se fait le troc. Donc, à l'inspiration, on ne voit pas bien, hein, mais l'oxygène va passer dans le sang, donc va être envoyé dans notre corps. Et à l'inverse, à l'expiration, le CO2, qui est notre déchet, va passer dans les alvéoles et va faire le chemin inverse, donc va passer des alvéoles, les bronchioles, les grosses bronches, la trachée et finalement être expiré par le nez. Vous pouvez voir qu'à l'inspiration, on a dit, le diaphragme, il va s'abaisser. Donc, à l'inspiration, on a besoin d'énergie hein, pour solliciter nos muscles. Tandis qu'à l'expiration, c'est un phénomène passif. C'est comme un peu, c'est comme un élastique. Hein? À l'inspiration, on prend de l'énergie pour ouvrir notre élastique, puis à l'expiration, il revient tout seul. Donc, on a vu un petit peu le mécanisme des muscles. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une faiblesse au niveau des muscles respiratoires? Donc, le premier impact, ça va être la diminution de la quantité d'air qui va être inspirée. Ensuite, on va avoir une rétention du CO2, une apparition des signes et symptômes d'hypoventilation, une mauvaise qualité de sommeil, une toux moins efficace,
une rigidité thoracique peut s'installer et bien sûr, on a une plus grande vulnérabilité aux infections respiratoires. Soyez pas inquiets, on va tout décortiquer ce schéma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une diminution de la quantité d'air inspiré? Dû à la faiblesse musculaire, on a vu qu'on a besoin d'expandre notre cage thoracique pour aller chercher un certain volume d'air. Donc, je me suis amusée à vous mettre les ballons. Ici, on voit un ballon normal. Donc, ça veut dire que nos muscles ont une force adéquate, s'expandent de façon normale, ont un volume respiratoire normal. Quand on a une faiblesse au niveau des muscles respiratoires, qu'est-ce qui se passe? On n'expand pas assez notre cage thoracique et notre volume d'air est diminué. Donc, votre corps est intelligent. Il doit compenser cette perte de volume-là. Qu'est-ce qu'il va faire, votre corps? Il va augmenter la fréquence respiratoire. Donc, je vais respirer plus rapidement dans une minute. Et souvent, je vais utiliser des muscles accessoires. Les muscles accessoires, c'est les muscles qu'on ne devrait pas utiliser dans la respiration habituellement. On parle surtout les muscles du haut ici. Donc, qu'est-ce qui arrive si je respire plus rapidement, puis j'utilise des muscles que je ne devrais pas utiliser? On est pas mal plus fatigué. Hein? Fait qu'on s'épuise. On travaille fort pour respirer. En résumé, on ne respire pas assez. Donc, la quantité d'air qui arrive au niveau des poumons et au niveau des alvéoles, hein, qu'on a vu tantôt, est diminuée. Ce phénomène-là, on appelle ça l'hypoventilation. Donc, hypo pour trop basse ventilation. Donc, comme le niveau de la ventilation alvéolaire est insuffisant, il ne permet pas de maintenir les concentrations en oxygène et en dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone, c'est le CO2, c'est le mauvais gaz, à des valeurs normales. L'hypoventilation va provoquer souvent une augmentation du CO2. Hein? On va retenir le CO2. On appelle ça, ce phénomène-là, l'hypercapnie. L'hypercapnie, quand on a une augmentation du CO2, vous allez ressentir des symptômes. Hein? Puis ça, vous le voyez dans le quotidien. Donc, le matin, on se lève, puis « Ah, j'ai mal à la tête. Ah, je suis encore fatiguée. » À 10 heures, là, c'est comme si j'avais déjà fait ma journée. On a de la somnolence diurne. C'est quoi ça, de la somnolence diurne? C'est de la fatigue durant la journée, justement. Par exemple, vous avez une conversation avec la personne, puis elle cogne des clous. Des fois aussi, on voit les yeux qui sont pas mal vitrés. Quand on est fatigué, on n'a pas tellement faim. Fait que souvent, on va avoir des pertes d'appétit, des difficultés de concentration et souvent, les gens vont devenir beaucoup plus irritables et impatients. Mais ça, quand on est fatigué, hein, c'est assez commun à tout le monde. Donc, vous voyez que c'est une symptomatologie qu'on va voir quand on est fatigué, tout simplement. Également, l'hypoventilation et la faiblesse musculaire au niveau des muscles respiratoires va apporter une perturbation du sommeil. Comment ça? Parce que déjà, quand on se couche sur le dos, votre corps doit déployer plus d'énergie pour ouvrir votre cage thoracique. C'est tout simplement la gravité. Un des premiers signes qu'on va voir des fois, c'est que les gens sont plus capables de se coucher sur le dos, ils étouffent. Fait que là, ils mettent un oreiller de plus, des fois 2 oreillers de plus. Souvent, c'est arrivé qu'on avait des patients qui dormaient dans le lazy boy à 45 degrés parce que sur le dos, on étouffe tout simplement. Ça, c'est encore dû à la faiblesse musculaire. Donc, durant le sommeil, si je n'ai pas une bonne amplitude du thorax, hein, pour avoir une bonne ventilation, je vais avoir une augmentation du CO2 et à la longue, le niveau d'oxygène durant la nuit, il va baisser. Pourquoi un sommeil non réparateur? Durant la nuit, on a différentes phases de sommeil. Et la phase de sommeil où on va recharger les batteries, c'est pas en début de nuit. C'est comme la 4e phase, si vous voulez. Quand on a des problèmes d'hypoventilation, votre corps ne vous laisse pas souvent atteindre cette phase de sommeil récupérateur-là, parce que dans cette phase-là, les muscles sont comme un petit peu plus paralysés, donc moins efficaces. Fait que votre corps, vous en rendez pas compte, mais il fait des micro-éveils. Il dit « Wow, wow, là, l'oxygène est trop bas, là, réveille-toi, respire. » Donc,
ça fait qu'on a un sommeil non réparateur, on est fatigué, puis à long terme, c'est sûr que ça a un impact sur le système cardiovasculaire, parce que si votre cœur vous privez d'oxygène, c'est pas très bon. Je me plais souvent à dire à mes patients que c'est pareil que comme si vous courez le marathon durant la nuit. Votre corps, il travaille, donc ne se repose pas. Il y a des solutions pour contrer l'hypoventilation. Je vous ai mis mon petit mécanicien parce qu'on appelle ça la ventilation mécanique, mais également on appelle ça des fois un support ventilatoire. Donc, il y a 3 types de ventilation qu'on peut utiliser pour contrer l'hypoventilation. On a la ventilation non invasive, la ventilation via pièce buccale et la ventilation invasive. La VNI, qui est le raccourci pour ventilation non invasive, qu'est-ce que ça fait? C'est un appareil de type, ici on regarde, de type BiPAP ou biniveau. Qu'est-ce qu'il va faire cet appareil-là? Il va pousser de l'air. Donc, si j'en pousse de l'air en phase inspiratoire, je viens corriger ma perte de volume. Donc, j'augmente la quantité d'air inspiré. Ça va permettre de normaliser les taux d'oxygène et de CO2. Et enfin, ça permet à la personne de se reposer et d'avoir un sommeil efficace. Le fonctionnement de la VNI, je vous ai mis un petit nuage qui pousse du vent parce que c'est vraiment une machine à pression qui va pousser une pression inspiratoire qu'on appelle IPAP, une pression expiratoire qu'on appelle EPAP. Donc, avec le IPAP, c'est juste inspire, on augmente le volume d'air inspiré. Expiratoire, on envoie une faible pression pour aider à expirer, à sortir le CO2. Et aussi, on ajoute une fréquence respiratoire de base. C'est comme une sécurité. On dit à l'appareil, par exemple, on met une fréquence respiratoire de 12 pour éviter que des fois les cycles respiratoires nous jouent des tours puis que la fréquence diminue. Bien là, on s'assure qu'on a toujours 12 respirations par minute. Les pressions de l'appareil sont réglées d'après les besoins de chacun. Ce n'est pas tout le monde qui a tout besoin de la même pression au niveau de son appareil. C'est important qu'une titration doit être faite. C'est quoi ça, une titration? C'est un essai dans un milieu contrôlé. Ça peut être une clinique du sommeil, un centre hospitalier, ça peut être à la clinique externe. Donc, on fait l'essai de la pression positive, on regarde c'est quoi les paramètres que vous avez besoin et ensuite, on va pouvoir faire une prescription pour avoir ce type d'appareil. Pour faire une ventilation non invasive, ça prend un appareil de type BiPAP, biniveau pour 2 pressions. Je vous ai mis différents modèles. On est chanceux dans les dernières années, les compagnies nous donnent beaucoup de nouveaux équipements. La technologie s'est beaucoup améliorée, puis on l'installe d'après les besoins de chacun. Donc, les appareils vont être attribués pour des caractéristiques spécifiques. Pour recevoir cette pression-là, c'est certain que ça va prendre un masque sur votre visage. Je vous ai mis des masques différents. Le premier, ici, on ne le voit peut-être pas bien, mais c'est un masque facial ou qu'on appelle full face. C'est un masque qui va couvrir le nez et la bouche. Donc, la pression positive arrive par le tube et vous avez le choix de respirer soit par le nez ou soit par la bouche. Le deuxième, c'est un masque nasal. Donc là, vous n'avez pas l'opportunité de choisir par où respirer. Il faut absolument respirer par le nez parce que si vous ouvrez la bouche, vous allez voir, ça sort quand même assez rapidement et ce n'est pas confortable. Ici, c'est un masque narinaire, donc ça s'appuie juste en dessous des narines. C'est très confortable, ça peut répondre à certains besoins chez certaines clientèles. Et je vous ai mis un masque pédiatrique parce que sur le marché, on a des masques qui sont dédiés à cet usage-là parce que chez la pédiatrie, on a des besoins différents au niveau de l'ajustement des masques. L'autre type de ventilation, c'est la ventilation via pièce buccale. La ventilation via pièce buccale, c'est comme avec un biniveau, sauf qu'on appelle ça une ventilation à la demande. Comment ça se fait? C'est une pièce buccale que le patient va tout simplement aller prendre la respiration sur la pièce buccale. Ça prend un respirateur en arrière d'un fauteuil ou accrocher ça à l'épaule, c'est quand même assez lourd quand même. Et on a la pièce buccale qu'on ne voit pas bien ici et on prend la ventilation.
On prend le nombre d'air qu'on a besoin et ça permet une grande autonomie. Parce que, par exemple, je fais une conversation, je prends un volume d'air, puis là, je suis capable de parler. Quand je le fais avec le biniveau, lui, il y a quand même une fréquence de base, fait qu'il va vous l'envoyer sans nécessairement l'avoir eu. On installe ce type de ventilation-là quand les gens ont besoin d'une ventilation diurne. Ça veut dire qu'on passe toute la nuit avec notre appareil biniveau, mais dans le jour, on a besoin un peu de support ventilatoire. Donc ça, c'est quelque chose qui vient combler ce besoin. La ventilation invasive, je veux vous en parler parce que ça existe. On essaie de l'utiliser le moins possible. Pourquoi? Dû à ses désavantages, on pourrait dire. C'est quoi la ventilation invasive? C'est que quand la ventilation non invasive n'est pas disponible pour certaines raisons, une des raisons les plus communes, c'est les atteintes au niveau bulbaire. C'est quoi ça? C'est une atteinte des muscles de cette région-là. Donc, on a une grande faiblesse, puis on ne peut pas utiliser la ventilation non invasive. Donc, on doit faire c'est qu'est-ce qu'on appelle le trou dans la gorge avec une canule de trachéotomie. Puis à ce moment-là, on est capable de ventiler directement. C'est souvent la dernière alternative. On en discute avec les familles avant d'utiliser ce type de ventilation-là. Pourquoi? Parce que ça a quand même un impact sur le quotidien. Une trachéostomie, c'est des soins qui sont invasifs. On doit aller aspirer les sécrétions dans la trachéo. Il reste que la trachéo, c'est une porte ouverte aussi pour les infections. Donc, les risques d'infection sont augmentés. Et c'est des soins qui sont un petit peu plus complexes. Juste pour vous donner une idée, au Québec, moi dans le programme, dans notre programme, on a seulement 5% de notre clientèle qui est sous ventilation invasive et 95% de notre clientèle est sous ventilation non invasive. J'aimerais juste souligner que si jamais on a besoin d'une ventilation invasive, c'est possible de le faire à domicile. C'est sûr que ça prend une structure un petit peu plus complexe que des soins non invasifs. Donc, un autre élément que j'aimerais parler avec vous, c'est la toux. Pourquoi? Quand on tousse, tout simplement, vous n'avez pas eu connaissance, mais j'ai utilisé tous ces muscles-là. C'est impressionnant, hein? Je vous ai mis des couleurs juste à titre d'information. Exemple, quand je prends mon inspiration pour tousser, j'utilise les scalènes, les intercostaux extérieurs, le diaphragme, notre gros muscle. Pour tousser à l'expiration, pour pousser l'air, vous voyez, j'utilise tous mes muscles abdominaux, mes intercostaux, et même le phénomène de la toux est plus complexe que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une faiblesse musculaire, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une toux moins efficace. Je ne suis pas capable de recruter tous ces muscles-là pour différentes raisons. Si j'ai une toux moins efficace, ça veut dire que je ne suis pas capable de bien dégager mes sécrétions. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les risques d'infection sont beaucoup plus élevés. Et c'est très désagréable aussi quand on n'est pas capable de tousser puis de faire sortir les sécrétions. Heureusement, il y a des techniques d'assistance à la toux qui existent et qu'on utilise couramment. Donc, qu'est-ce que ça nous permet, ces techniques-là? C'est d'augmenter la force de la toux, de prévenir les infections respiratoires et les décompensations respiratoires. Les trois techniques, toux assisté manuellement, hyper-insufflation manuelle, je vous ai mis LVR en parenthèse parce que souvent, c'est dans le jargon que vous allez entendre, c'est Long Volume Recruitment, et la toux assistée de façon mécanique avec un appareil. La première technique, oui? Est-ce que le clapping est compris dans Non. Parce que le clapping, on va faire décoller les sécrétions, mais notre problème, c'est pas de décoller les sécrétions, c'est avoir la force pour les faire sortir. C'est ça. C'est pas mauvais le clapping, mais ça ne vous donnera pas nécessairement la force. Mais vous pouvez utiliser la toux assistée manuellement. Ça, c'est la première étape. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec une technique de toux assistée manuellement? C'est qu'on veut comprimer le thorax pour avoir une toux efficace. Mais je vais vous montrer mon petit vidéo parce qu'on dit tout le temps qu'une image vaut 1000 mots. C'est vraiment les bras comme ça, les deux mains l'une sur l'autre. On
on établit un signal avec notre patient. Donc, nous, on établit que quand tu baisses les yeux, on est prêt à passer à la poussée. Entendez-vous la force de tout? Je sais que la position, c'est vraiment... On ne veut pas recommencer. Je sais que la première fois qu'on voit ça, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, quand même dans mes collègues Inalo, quand on montre ça, ils font « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? » Mais le patient, c'est mon patient qui s'appelle Jean-François. Il a une amyotrophie spinale de type 2. Jean-François a une trentaine d'années. Puis même, on a commencé la ventilation, ça fait peut-être 1 an ou 2. Même avant d'être ventilé, lui, il a toujours demandé à son père et sa mère « Pousse-moi dans le ventre, ça m'aide à tousser. Pousse-moi dans le ventre. » Ça l'a toujours aidé Jean-François à tousser. Donc, la première fois que j'ai fait les compressions abdominales, je n'ai pas été fort de même, là, parce que j'avais peur de lui faire mal. Puis c'est lui, pousse, puis pousse. Puis là, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis adaptée. Je m'adapte à qu'est-ce qui est confortable pour lui, puis qui est efficace, OK? Fait qu'on ne s'attend pas à un résultat toujours comme ça, mais pour lui, c'est la façon de fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On appelle ça les compressions abdominales. Ça ressemble un peu au Heimlich, hein, quand on veut aider les gens qui sont obstrués. Fait qu'on va vraiment monter le diaphragme vers le haut. On l'a vu, le diaphragme, c'est un gros muscle, donc on va compresser la sortie d'air. Fait que c'est important dans ces techniques d'être coordonné avec le patient. On dit, OK, on tousse, pousse, parce que si vous n'êtes pas coordonné, ça ne sera pas efficace. L'autre type, c'est les compressions thoraciques. Donc, on va en haut du thorax. On y va d'après le confort, d'après la position, parce que des fois, on n'est pas capable de le faire abdominal parce qu'on est assis au fauteuil. Donc, on peut le faire thoracique. L'autre image que je n'ai pas, mais que vous pouvez faire tout seul, c'est quand vous êtes assis ou avec la ceinture du fauteuil, vous voulez tousser, puis pencher par en avant. Pourquoi? Parce qu'en vous penchant, vous compressez le diaphragme. Fait que ça, c'est une façon de le faire tout seul. Puis aussi, instinctivement, souvent les gens ont remarqué que ça marchait quand ils faisaient ça. La deuxième catégorie de technique, on appelle ça l'hyperinsufflation. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'insuffler de l'air dans les poumons. Hein? Donc, on va envoyer... Je me trouve drôle, là, mais en tout cas, on a l'impression qu'on va gonfler les poumons à sa capacité maximale. Pourquoi? Parce que si j'envoie une grosse quantité d'air dans les poumons, quand on va expirer, qu'est-ce qui va arriver? L'air va vouloir sortir. Donc, je vais avoir une force de tout sans utiliser mes muscles nécessairement, sans forcer. Donc, on va y aller avec mon petit vidéo. Ouais, je cherche juste ma souris. OK. Toujours avec Jean-François. On regarde le thorax. Quand il est prêt, les yeux. 1, on garde. 2, on garde. 3, on garde. On expire. Parfait. Deuxième coup, on va faire la même chose. Puis on va tousser en expirant. On met le nez. Laisse buccale dans la bouche. Quand il est prêt, on cligne les yeux. 1, 2, 3, tous. Parfait. Voilà. Donc, attendez. OK. Donc, le principe, c'est vraiment d'utiliser un ballon qu'on voit, hein, des fois on voit ça à la télé, ou c'est un ballon qu'on utilise pour la réanimation, mais pas ce kit-là. Parce que dans ce kit-là, j'ai une valve unidirectionnelle. Pourquoi? Parce que quand j'envoie l'air, je veux qu'on garde l'air dans nos poumons. Fait qu'on n'utilise pas ça pour une ventilation normale. Donc, le but de ça, on l'a vu avec Jean-François, c'est d'expandre les poumons. Vous avez vu, Jean-François, il y a des fuites au niveau de sa bouche, on entendait des psh, psh, psh. Mais la technique est quand même efficace pour lui parce qu'on voyait qu'il y avait une bonne expansion thoracique. Donc, oups, je suis pris dans mon micro. Donc, c'est important de bien fermer la bouche autour de la pièce buccale. Et on va, avec votre intervenant, votre inhalo, ou avec qui vous allez travailler, on va déterminer le nombre de respirations que vous devez recevoir pour atteindre votre capacité maximale d'insufflation. Soyez pas inquiets, on n'éclate pas, les poumons ne vont pas exploser parce que quand on a les poumons pleins,
Écoutez, la bouche s'ouvre, les yeux sont grands ouverts, parce que quand je fais de la formation avec nos nouveaux inalos, je leur fais faire la technique, puis je pense que c'est les yeux qui parlent avant qu'ils ouvrent la bouche. Donc, ça, c'est une technique qu'on appelle le Long Volume Recruitment. L'hyperinsufflation, le LVR, ça sert à augmenter le volume d'air dans les poumons, à augmenter l'efficacité de la toux, on en a parlé, mais j'attire votre attention sur le troisième point. Récupérer, maintenir la compliance des poumons et de la cage thoracique. Pourquoi? Tantôt, on parlait avec mes ballons, hein, ça c'est un volume normal, un volume d'air diminué. Si à long terme, à place de expandre ma cage thoracique comme ça, je l'expande juste légèrement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mes muscles vont devenir rigides. OK? Parce que je ne vais jamais recruter. Hein? C'est comme faire de l'exercice. Hein? Si on ne bouge pas à un moment donné, on commence à devenir un petit peu plus raide. En faisant les techniques d'hyperinsufflation, je vais recruter. On appelle ça du recrutement. Donc, je vais expandre ma cage thoracique. Donc, c'est un exercice, c'est de la prévention. Fait que oui, c'est bon pour dégager les sécrétions, mais c'est de l'exercice. Nous, au programme, on l'instaure dans un mode aussi préventif. Également, étant donné qu'on envoie une grande ventilation, on augmente nos échanges gazeux, comme la ventilation non invasive. Promouvoir la phonation. Pourquoi? Pardon. Pour que je puisse vous parler aujourd'hui, j'ai de l'air qui passe dans mes cordes vocales. Quand on a un manque de ventilation, quand on a de l'hypoventilation, un autre signe, c'est qu'on n'entend plus la personne parler. Quand la voix baisse, c'est qu'on manque de ventilation. Quand on fait le ballon, je vous le dis, ça va augmenter la stabilité de la voix 40-45 minutes, parce que j'ai augmenté ma ventilation minute. Donc, ça, c'est un autre effet. Et le dernier, c'est sûr que si je vais dégager les sécrétions, si je fais du recrutement dans mes poumons, ça veut dire que je vais ventiler des zones de poumons qui ne sont pas nécessairement ventilées dans ma respiration normale. Bien, je vais prévenir des infections respiratoires, puis à long terme, ça augmente l'espérance de vie. Puis ça, c'est éprouvé dans toutes les études sur les techniques d'assistance à la toux. Oups, de l'autre côté. La troisième façon de technique d'assistance à la toux, c'est le cough assist. Le cough assist, c'est un appareil. Donc, quand est-ce qu'on veut utiliser un appareil de type cough assist? C'est quand les techniques d'assistance qu'on vient de voir, les MAC, la toux assistée manuellement, l'hyperinsufflation ne sont plus efficaces. Des fois, ça ne fonctionne plus pour diverses raisons. Donc, on va utiliser cet appareil-là qui va envoyer une insufflation rapide de pression positive à l'inspiration, puis à l'expiration, c'est l'effet balieuse. Donc, j'ai une pression négative qui va tout simplement comme aspirer l'air pour permettre aux sécrétions d'être mobilisées. Donc, mon petit vidéo. Donc, ça, c'est l'appareil cough assist, le nouveau, le E70. Ben, j'utilise quand même des pressions de plus 45, moins 45. C'est quand même élevé. Fait qu'on met le masque sur le visage, puis on voit le thorax gonfler et dégonfler assez rapidement. Vous allez le voir nous ici. Même à l'expiration, là, il rentre l'abdomen. On le va creuser, puis revenir à l'étape au neutre après ça. Attendez, on va éteindre la vidéo. Donc, comme je vous dis, c'est quand même un appareil qui est dispendieux, puis c'est vraiment quand les autres techniques ne sont pas suffisantes. En résumé, on vient de voir tout l'engrenage qu'on a vu au niveau des symptômes d'hypoventilation et les conséquences que ça peut avoir. On peut y mettre un stop en utilisant une ventilation non invasive, des techniques d'assistance à la toux
Et bien sûr, ça prend un suivi médical au niveau des soins respiratoires. Ça, c'est votre médecin qui va assurer ça. C'est la raison pourquoi on vous fait souffler, pousser fort souvent dans les machines pour qu'on suive votre évolution. Mais c'est aussi de votre responsabilité quand vous ressentez des signes et symptômes d'hypoventilation de le dire à votre médecin. Dites-lui, hey, je suis fatiguée le matin en me levant, c'est pas normal, je l'ai vu dans une conférence. Donc, n'hésitez pas, prenez votre santé respiratoire en main. Quand on a besoin d'une ventilation non invasive, au Québec, on est chanceux, parce que tantôt, dans ma présentation, on parlait, j'ai des collègues à travers le Canada, puis on a le plus gros programme au Canada, le programme national d'assistance ventilatoire à domicile. On est quoi? C'est un programme qui offre des services aux personnes nécessitant de l'assistance ventilatoire à domicile, et ça, on le fait depuis 1993. On bénéficie d'un financement direct du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, les services du PNAVD sont payés par la RAMQ et nous, on est affiliés au Centre universitaire de santé McGill. Notre mandat, desservir une clientèle adulte et pédiatrique nécessitant des soins complexes à domicile. La clientèle du PNAVD. Il faut savoir qu'au Québec, il y a deux PNAVD. Il y a le PNAVD Québec, PNAVD Montréal, d'où moi je proviens. Donc, le mandat, les territoires sont différents. Pour le PNAVD Montréal, on est responsable d'assurer l'assistance ventilatoire à domicile à tous les patients adultes à l'ouest du Québec. Donc, pour la région de Gatineau, c'est le PNAVD Montréal, c'est nos inalos qui se déplacent ici. Pour la clientèle pédiatrique et blessée médulaire, nous sommes nationales. Donc, nous avons à charge tout le Québec pour ces deux types de clientèle. Pour desservir tous les patients à travers le Québec, on a quand même différents prestations de services. On a d'ailleurs 4 centres satellites dans les régions des Laurentides, Laval, Sherbrooke et Québec pour la clientèle pédiatrique seulement. Qu'est-ce que ça fait un centre satellite? Bien, ils sont responsables de leur région. C'est comme le PNAVD Montréal, mais dans leur région. À ce jour, le PNAVD Montréal permet à plus de 1050 patients d'être à domicile avec assistance ventilatoire. Comme programme national, nous avons un cadre de référence. On ne peut pas accepter toutes les demandes de ventilation, mais ça, c'est nos diagnostics qui sont admissibles. Je voulais vous montrer mes pointes de temps parce que les maladies neuromusculaires, c'est quand même 33 % de notre clientèle. Puis je vous dis, là, la clientèle obésité pour ventilation a dépassé la clientèle neuromusculaire, ça fait juste 1 an de ça. Parce que le programme de ventilation a été instauré au tout départ en 1993 pour permettre à des patients atteints de maladies neuromusculaires de retourner à domicile. Juste pour vous dire que nous sommes habitués avec les diagnostics neuromusculaires et on connaît très bien les besoins ventilatoires. Comment ça fonctionne, le cheminement des services au travers du PNAVD? Donc, c'est sûr que la première étape, on doit recevoir une demande de consultation qui doit provenir d'un pneumologue, neurologue ou intensiviste. Ensuite, on a une équipe de triage qui va évaluer la demande. Quand c'est un diagnostic neuromusculaire, c'est automatiquement accepté. Aussi, on va évaluer la faisabilité de la ventilation à domicile. Un des exemples que je peux vous donner, si par exemple, on a quelqu'un qui habite seul, puis qui n'est pas capable de mobiliser ses bras, donc pas capable de mettre son masque tout seul et de l'enlever, bien, c'est sûr qu'on va intervenir et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que présentement, on ne peut pas réaliser la ventilation à domicile. Ensuite, on va évaluer l'urgence de la demande. Quand l'étape triage est passée, on va donner la demande au PNAVD, les services PNAVD qui sont requis. Donc, si on prend la région de Gatineau, c'est PNAVD Montréal. Ensuite, il faudra voir si on a besoin de faire une initiation ou adaptation à la ventilation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez rencontré votre médecin, puis vous avez déjà fait votre test avec votre appareil, vous avez déjà les paramètres de prescrit, à ce moment-là, nous, on l'assigne à un inhalo, puis on procède au retour à domicile et on fait nos suivis et visites à domicile par la suite. Si
votre médecin dit « tu as des signes d'hypoventilation », il faudrait évaluer le besoin de ventilation à domicile. Là, on peut vous aider dans ces services-là. Soit que vous pouvez venir à Montréal, dans nos cliniques externes, ou soit parfois on peut travailler en collaboration avec les centres hospitaliers dans les régions, donc dans les centres hospitaliers locaux. Ici, on a mis clinique du sommeil parce que des fois, il y a des patients qui vont en clinique du sommeil, puis c'est là que la titration de leur appareil va être faite. Puis ça, c'est tout à fait acceptable. Quels sont les services offerts par le PNAVD? On en a nommé quelques-uns. L'évaluation, initiation à la ventilation, formation. Ça, c'est le gros volet pour lequel nous, c'est très important. Donc, on est responsable de vous montrer comment l'appareil fonctionne, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ce qui entoure là, les équipements que vous allez utiliser. Aussi, on est là pour faire de la formation à différents intervenants, à la famille, etc. Équipements et fournitures. Le PNAVD s'assure de vous donner les équipements nécessaires à vos besoins, que ce soit un appareil de type biniveau, hein, BiPAP qu'on a vu tantôt, que ce soit le COFASIS, les E70 et tout. On est responsable de ça. Je ne vous cache pas que quand on a des assurances, on va travailler en collaboration avec vous pour faire des demandes à vos assurances. Mais souvent, ça ne paye pas tout, les assurances, donc le reste est pris en charge par le PNAVD. Transition, retour à domicile, on en a parlé. Visite à domicile par nos inalos. On a un service de garde pour les urgences techniques seulement. Et le dernier point, les services de télésanté et télémédecine. Vous avez vu le grand territoire qu'on doit desservir. Il faut être réaliste. On ne peut pas être aussi rapidement à domicile à Montréal qu'en Abitibi ou aussi dans la région de Gatineau. Donc, les services de télésanté chez nous, c'est très important. On a différents types de services. Le premier qu'on voit à gauche, c'est les types de services par visioconférence. Donc, par exemple, on a un nouveau bébé avec le CHU à Québec. On va faire les premières formations, on va les faire par visioconférence. Comme ça, on économise des frais de transport, puis on économise du temps pour tout le monde. Donc, puis après ça, les visites subséquentes, ça se peut qu'on se déplace au CH ou qu'on continue de cette façon-là. L'autre façon, ici, c'est avec un patient en région. Ça, c'est moi, il y a quand même quelques années. Donc, mon patient est à la Côte-Nord. Fait qu'à sa droite, c'est l'inhalothérapeute de la région. À gauche, c'est sa mère. Donc, il a amené son appareil. Moi, j'ai le même type d'appareil de mon côté. Puis là, je fais ma visite à domicile comme si j'étais chez lui, mais par visioconférence, en collaboration avec l'inhalothérapeute de la région. Le troisième moyen de prestation, c'est la télévisite. Je vous le montre, mais ça, c'est sur le bord de devenir une antiquité. J'ai hâte d'enlever la photo, ça sent bien. La télévisite, qu'est-ce que ça nous permet? C'est des systèmes, c'est des bornes qu'on installe chez les patients, puis on se branche directement. Fait que c'est un écran que vous avez chez vous, puis on s'envoie le signal, puis je suis capable de faire une visite à domicile, je suis capable de sculpter vos poumons, je suis capable de prendre votre saturation, votre brasseur à pression. Avec la caméra, je m'en vais puis je vérifie le BiPAP. Donc, je suis capable d'atteindre presque les mêmes objectifs que quand je me déplace à domicile. Présentement, jeudi, on fait l'essai d'une nouvelle solution. Là, c'est la dernière étape. Si ça fonctionne bien, on s'en va avec cette nouvelle solution-là parce qu'elle date quand même de 2008. Puis vous savez, la technologie, hein, ça avance vite. Donc, je vous invite à consulter notre site web. Si vous avez des questions ou des interrogations, on a aussi vous pouvez nous poser des questions directement sur notre site. Et aussi au niveau des maladies neuromusculaires, Dystrophie Canada a un beau guide qui explique encore plus en détail au niveau de la respiration, quelles sont les atteintes causées par la faiblesse musculaire. Aujourd'hui, je devais avoir un monsieur Leblond avec moi qui venait vous parler de son expérience de ventilation, mais il y a un peu... Fait que là, je me suis assurée qu'il faisait bien ses techniques d'assistance à la toux. Il m'a dit que oui. Donc, il faut juste prendre le temps de soigner son rhume. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Me
demandais, un CPAP et BIPAP, c'est quoi la majeure différence? Oui. Un CPAP, c'est vraiment pour traiter l'apnée du sommeil, qui est un phénomène obstructif seulement, le ronflement. Donc, je suis couchée, je m'obstrue, l'air ne passe pas. Le CPAP va donner une pression positive. Donc, juste un EPAP. Puis c'est tout. Juste ça. Donc, dans la maladie neuromusculaire, comme on a vu, le problème, c'est la mécanique respiratoire, c'est de l'hypoventilation. On a des phénomènes obstructifs aussi. C'est pour ça qu'on va aller jouer avec le EPAP. Mais ça, c'est quelque chose que, si vous pouvez retenir comme message, un CPAP ne traite pas les problèmes d'hypoventilation chez la clientèle neuromusculaire. Ne dépensez pas pour un CPAP parce qu'éventuellement, ça va avoir besoin d'un biniveau, un BIPAP. Est-ce que ça, c'est des équipements qui sont fournis par le PNAVD? Le programme national, oui. Le programme national va s'occuper de fournir les biniveaux, tout ce qui est BIPAP d'après les besoins, les appareils pour les techniques d'assistance à la toux, la ventilation par pièce buccaire. Après ça, est-ce qu'on a besoin de batterie externe pour faire fonctionner ces appareils-là? Succion, compresseurs, les masques, des compresseurs pour des nébulisateurs. Donc, c'est pas mal toute notre gamme d'équipements. Est-ce que c'est dans le livre que j'ai pris, là, le BIPAP et le CPAP et tout ça? Ah, il faudrait me le montrer parce qu'on n'a pas de livre, nous, le programme. Le livre de dystrophie. OK, oui, il en parle du BIPAP, CPAP à l'intérieur. Quelle différence entre le BIPAP, c'est une autre machine? Oui. Quand le CPAP, comme j'ai dit à madame, le CPAP, c'est juste une pression expiratoire. C'est vraiment pour traiter ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Donc, un phénomène obstructif, ceux qui ronflent. Parce que nous, on a besoin, nous, c'est un problème mécanique de ventilation, on a besoin de 2 niveaux de pression. Comment savoir si on se prescrit un ou l'autre? Un CPAP, c'est autour de 1 000 $, un biniveau, c'est autour de 4 à 5 000. 1900. C'est un CPAP. Les BIPAP, peut-être que ça serait mieux parce qu'elle ne l'a pas ça. Oui, mais pas C'est ça. Malheureusement, c'est une problématique qu'on rencontre parce que c'est pas tous les professionnels qui ont cette maîtrise-là de la ventilation avec la clientèle neuromusculaire. Donc, souvent, ils pensent que c'est comme un phénomène d'apnée obstructif, puis ils prescrivent des CPAP, malheureusement. On essaye, si jamais, c'est ça, on a cette prescription, là, on questionne, là, parce que c'est pas ça les recommandations pour les maladies neuromusculaires. j'ai les nanothérapeutes maintenant qui s'occupent de Oui, par le portail, là, on nous envoie des messages, nous, on a ça automatiquement, mais c'est une réalité que les maladies neuromusculaires, la ventilation, c'est pour ça qu'on dit qu'on est des soins ultra spécialisés parce que nous, c'est notre domaine et c'est très peu connu par les autres professionnels, fait que c'est tout à fait normal. Parfait. Vous aviez votre question? Une autre question. Pour mon fils, c'est la dystrophie musculaire de Duchenne. Oui. Y a-t-il une moyenne d'âge que les gens Oui. commencent à utiliser? Maintenant, on commence un peu plus tard, c'est vers la fin de l'adolescence. Je vous dirais entre 15 et 18 ans. C'est dans cette période-là qu'on commence la ventilation non invasive. Puis, comme votre garçon, si jamais on avait un besoin de jour, la ventilation pièce buccale, absolument, ça convient bien à leurs besoins, qui sont très actifs. Hein? Ils se promènent, puis on peut combler ce besoin-là dans le jour. Mais la première étape, c'est la ventilation non invasive de nuit seulement. Ouais. Moi, je me demandais, comme là, depuis quelques semaines, je remarque qu'il y a souvent une petite toux, fait exprès, il l'a pas, là, mais toujours. Oui. Mais ça l'a-tu, tu sais, c'est pas une toux parce qu'il n'y a pas le rhume, rien. C'est comme. Oui, mais on a ce phénomène-là. Des fois, c'est juste la salive dans la gorge. Mais comme j'ai pas l'effet de toux efficace, hein, on n'est pas capable d'utiliser les muscles, on a tout fait, puis on essaie juste de le dégager comme ça. Vous pouvez essayer les techniques assistées manuellement, ça peut aider. Sinon, avec le ballon, vous pouvez demander à votre médecin si c'est quelque chose qui peut prescrire. Puis les assurances, habituellement, vont débourser. C'est pas tellement cher, c'est un kit environ de 80 $ maintenant. Là, je me demandais si ça avait un rapport avec cette dystrophie musculaire ou cette petite toux agaçante. Ça se peut que c'est le nez qui coule puis qui fait tousser, mais il reste que notre toux n'est pas efficace. Fait qu'on gaspille de l'énergie à essayer de se dégager. Oui, tout à fait. Oui? Le BIPAP et le VIPAP, c'est la même chose? Oh, vous connaissez ça. Un VIPAP, c'est... Oui, un VIPAP. Oui, parce que la compagnie Restmed, puis VIPAP, c'est Respironics. Fait que c'est deux compagnies différentes.
Mais ça fait des années qu'on appelle ça BIPAP, mais c'est la même chose. Fait que vous avez... C'est la même chose. Oui. Êtes-vous avec nous sur notre programme? Malheureusement, non. Et je veux savoir, moi c'est à Gatineau, c'est Saint-Lô que je vais. Je veux savoir aussi, moi les assurances, ils en payent comme même pas à moitié. Oui, bien vous, là, demandez à votre médecin qu'il fasse une demande chez nous. Parce que vous avez droit à nos services, puis on... Chez vous, c'est non? Le PNAVD, Programme national d'assistance ventilatoire à domicile. Je vais vous remettre le site Internet. PNAVD. Donc, dès qu'on a un diagnostic de maladie neuromusculaire avec un besoin de biniveau, vous venez à notre programme. J'en parle mon neurologue ou mon médecin de famille? Neurologue, médecin de famille. J'aimerais mieux neurologue. Neurologue? Ouais. Je te mets ici. Oui, parce que je vous dis, automatiquement, on va prendre ça en charge. Votre nom, madame, c'est? Véronique Adam. Oui. Est-ce que le corps d'assist, c'est quelque chose qui est disponible dans les hôpitaux tout le temps? Parce qu'on a vécu une expérience, nous, avec, suite à une chirurgie. Oui. Avec Gabriel, on a passé à peu près 1 heure avec la LVR et un aspirateur de succion. Oui. Ça ne voulait pas monter, mais on ne nous a jamais offert ça. Oui. Le COF-assist, malheureusement, dans les hôpitaux, c'est très, très peu connu. Moi, de la formation sur technique d'assistance à la toux, vous voyez, on a le congrès des inhalothérapeutes dans 2-3 semaines. Je fais 2 sessions de formation. Les centres hospitaliers ne connaissent pas ça. Fait que je veux éduquer les inalos qui vont peut-être avoir des pressions. Fait que je suis même pas surprise d'entendre ça. Très rares sont les centres hospitaliers qui ont ce type d'appareil-là, qui savent comment ça fonctionne. On s'est épuisé à essayer. Tout à fait. En voyant ça oui, puis ça aurait été génial, oui. C'est sûr qu'un appareil de type COF-assist, les nouveaux, qu'on parle, les E70, c'est quand même 5 000 $. Par contre, quand on a une ventilation non invasive avec le PNAVD, bien, nous, on est capable de fournir ces appareils-là. La problématique, c'est que quand on n'est pas avec nous, bien, avec les assurances, vous pouvez faire une demande via une prescription de votre médecin. Oui. Quand tu viens de l'acheter un autre. Oui. C'est sûr que quand vous avez... C'est 5 ans, les assurances. Ils ont le droit de changer l'appareil aux 5 ans. Moi, je viens d'acheter un CPAP, moi, je sais. Si jamais votre médecin prescrit, votre pneumologue, neurologue, prescrit un biniveau, vous êtes automatiquement dans le programme de ventilation, puis nous, on va prendre en charge les frais. Oui, je sais. Je m'excuse, j'ai regardé ce côté-là. Oui. Le COF-assist, est-ce qu'il aspire les sécrétions? Il fait remonter Après ça, la personne va cracher. ou aspirer avec une succion. Oui, tout à fait. Oui. Vous avez des titres pour être client du programme. Oui. Donc, sur la on voyait que c'était le pneumologue. Qu'est-ce que c'était dans la région, c'est le pneumologue? C'était que vous en avez marre. Vous avez dit que le neurologue pouvait aussi. Oui, c'est pour ça que c'est ça, nous, comme programme national, on a le droit pneumologue, neurologue ou intensiviste. C'est les 3 demandes de consultation qu'on a le droit de recevoir. Fait que je sais que la région de Gatineau, c'est compliqué. Oui, je sais. D'autres questions? Oui? Tu disais tantôt, mon neurologue, je vois aussi le pneumologue. C'est un mieux que l'autre? Ah, celui que vous voyez en premier. OK. Puis qui nous envoie votre prescription. Nous, on va juste avoir besoin de votre prescription de VIPAP. Oui. Puis, c'est sûr qu'il y a certaines informations qui sont demandées. On va avoir votre diagnostic, toutes les informations de base, là, votre adresse et tout. Puis moi, il me semble que la durée de vie de machine, c'est 10 ans. Oui, le ministère aussi, lui, 17 ans. Dans la réalité, je vous dirais que c'est un 5 à 6 ans. Parce qu'on te dit qu'il y avait une réunion d'inhalothérapeute. Oui, au début novembre, à l'OPIC. Oui. Au Château Frontenac, à Québec. Donc, je donne 2 ateliers. 6 et 7 novembre. Entendez-vous dans la région ici? Des formations? Oui. Pas jusqu'à maintenant, mais quand c'est des congrès comme ça, on en profite pour parce que tous les inalos se déplacent au même endroit. Même au niveau canadien aussi, avec le CSRT l'année prochaine à Ottawa, c'est à côté. On en fait aussi. On présente ça. On va se lancer de courriel avec l'association de dysophie. Mais ça, c'est plus pour les inhalothérapeutes que pour les patients. Merci.